Bonsoir Olivier Ravanello, notre spécialiste des questions internationales. L'Égypte et la France sont deux cibles privilégiées pour un potentiel attentat terroriste. Oui, et ce vol Le Caire-Paris, Paris-Le Caire fait partie des vols à risque. Et ce n'est pas pour rien qu'il y avait 3 agents de sécurité à bord. Vous avez là les 2 capitales de 2 États qui sont aux yeux de l'État islamique ses principaux ennemis. Côté occidental, les États-Unis, quand bien même ils bombardent incroyablement plus que la France, sont intouchables pour l'État islamique, trop loin, trop protégés. De fait, on a vu ce glissement qui fait qu'aujourd'hui, y compris dans les publications comme Dabiq de l'État islamique, c'est la France qui est présentée comme le leader des chrétiens, c'est comme ça là qu'il les présente, et c'est la France qu'il faut frapper parce qu'elle est plus proche, parce qu'elle est plus vulnérable et parce que c'est plus simple. Et puis, du côté du monde arabe, vous avez le régime égyptien qui, par sa nature, régime autoritaire, militaire, qui a renversé un président islamiste qui avait été élu, mais surtout un régime qui est en train de s'équiper militairement pour lutter contre l'État islamique, et l'un de ses principaux ennemis. L'État islamique est enraciné de plus en plus maintenant en Égypte. Il y a eu des affrontements dans le Sinaï où l'armée égyptienne a fait intervenir sa propre aviation pour bombarder. Il y a des attentats régulièrement au Caire, et surtout c'est l'Égypte qui depuis des mois agite la sonnette d'alarme en disant il faut intervenir en Libye voisine, où l'État islamique aussi est en train de s'enraciner. Et c'est ce pays-là qui fait figure de rempart militaire dans la région à l'expansion de l'État islamique. Donc en frappant un vol Paris-Le Caire, du point de vue de l'État islamique, vous avez une cible politique, stratégique, symbolique évidente. On en vient évidemment à la sécurité en France et à la sécurité à Roissy. Sébastien Caron, je rappelle, vous êtes expert en sécurité, en sûreté aérienne. Comment on assure la sécurité dans un aéroport comme celui de Roissy? Est-ce qu'il y a un risque zéro qui est atteignable ou absolument pas? Le risque zéro, quand on parle de sûreté, est utopique, c'est-à-dire qu'on ne connaîtra jamais le risque zéro. L'idée de la sûreté est de protéger ce mode de transport en respectant un certain nombre de critères, notamment un critère qui est le critère commercial malgré tout, le fait de ce qu'on appelle les objectifs discordants de la sûreté, c'est-à-dire de maintenir un niveau de transport aérien convenable, de ne pas vous déplacer 10 heures avant un vol, ne pas vous déshabiller complètement pour vous contrôler, et d'avoir malgré tout des mesures de sûreté fiable face aux menaces actuelles. La sûreté est censée évoluer dès qu'on connaît une menace, c'est le cas, dès qu'en Europe ou à l'étranger on connaît une nouvelle menace. Il y a une répercussion immédiate dans les procédures de sûreté. Là, on parle du côté passager, mais pour le personnel qui travaille à Roissy, il y a combien de personnes qui travaillent chaque jour sur la plateforme de Roissy? On évoquait un chiffre entre 80 000 et 100 000 personnes par jour. Est-ce que c'est celui-là? C'est entre 60 000 à 80 000 personnes par jour, en effet. Il faut savoir que tous ces personnels, pour pouvoir travailler à l'aéroport, subissent des enquêtes de moralité. Ça a été le cas ces derniers mois où notamment il y a eu un gros nettoyage et un remerciement d'un certain nombre de personnels de ces aéroports. Mais en plus... Pour quelle raison? Parce qu'on a reconnu lors des récentes enquêtes de moralité, vous savez que les enquêtes de moralité sont attribuées pour un délai de 3 ans. On donne des habilitations de la préfecture, valables 3 ans. Donc si on ne refait pas et ne réactualise pas ces enquêtes de moralité, forcément, dans un délai de 3 ans, il peut se dérouler un certain nombre d'événements. Notamment un recoupage des différents fichiers de police qui ont été mis en place ces derniers mois. Donc concrètement, aujourd'hui, en dehors des habilitations préfectorales et des enquêtes de moralité qui sont faites sur ces personnels, il y a aussi le fait que tous ces personnels, pour pouvoir accéder auprès des avions, doivent rentrer dans ce qu'on appelle la zone réservée des aéroports et subissent le même contrôle qu'un passager va subir en passant en zone réservée. Donc la personne est contrôlée, les objets transportés sur elle et ainsi de suite. Donc en dehors de l'enquête de moralité, permettant déjà de savoir qu'on travaille sur une plateforme avec des personnes de bonne moralité, ces gens-là sont contrôlés au même titre que n'importe quel passager, que ce soit eux, que ce soit le fret, que ce soit les catering, les personnels de ménage, tous les outils de travail qu'ils ont besoin pour pouvoir travailler dans ces avions. Une salle de vérification a d'ores et déjà été lancée sur l'aéroport de Roissy. Ça consiste en quoi? Regarder les bandes vidéo, cribler les listes de passagers, revérifier le contrôle des bagages? Exactement, ça va être de revérifier ce qui a été fait au niveau des bagages, surtout cibler les passagers qui étaient présents dans cet avion. S'il s'agit éventuellement d'un attentat, ce qui n'est pas aujourd'hui de manière efficiente mis en avant,
Encore une fois, si on parle d'un attentat, il faut considérer qu'on va parler d'un engin explosif improvisé. Ces engins explosifs, s'ils sont présents dans la cabine de l'avion, à cette altitude-là, ils vont créer une dépressurisation importante de la cabine, une dislocation immédiate de l'avion. Et donc on n'aurait pas une perte de contrôle telle qu'on a pu voir avec un virage à gauche, des virages à droite. Alors ça laisse peut-être plus penser, si on parle d'attentat, à un engin explosif qui aurait pu être mis dans une aile, sur une trappe technique ou autre. Et dans la cabine de l'avion, c'est peu probable aujourd'hui. On aurait connu ce qu'on a connu avec Metrojet, c'est-à-dire une destruction immédiate de l'avion avec une chute des différents débris au sol. Mais pas forcément, encore une fois, une perte de 22 000 pieds d'altitude, un virage à gauche, un virage à droite, tel qu'on a pu le constater sur cette affaire-là. Et on vient d'apprendre, 3 enquêteurs du BEA, du Bureau Enquête et Analyse, ainsi qu'un conseiller technique d'Airbus se rendent dès aujourd'hui au Caire. C'est ce qu'annonce le ministre Vidalis. François Nénin, vous êtes spécialiste de l'aéronautique. Cet avion-là, il est resté qu'une heure finalement à Roissy, puisqu'il s'est posé aux alentours de 22 heures, il est reparti à 23 heures. Avant cela, il était au Caire, en Érythrée, en Tunisie, à Paris. Comment on vérifie ces avions quand ils font des escales? Alors, ce matin, avant de venir vous voir, j'ai voulu connaître un petit peu la réalité du terrain. J'ai fait le tour de mes contacts commandant de bord, copilote et hôtesse, steward. Alors, il y a la théorie en matière de sûreté, il y a les objectifs qui sont tout à fait louables, mais après, il y a la réalité du terrain. Il y a des escales qu'on veut de plus en plus courtes, rapides, il y a les aléas, ce qu'on appelle les aléas d'exploitation. Alors, ce que me disent des copains commandants de bord, copilotes, c'est que souvent la fouille par exemple, de la partie cabine de l'appareil se résume à une fouille opérée par les équipes de ménage, par les stewards, les hôtesses qui vont ouvrir des trappes, des choses, etc. Mais en théorie, ça doit être des sociétés spécialisées, habilitées à opérer ces fouilles. Et puis, dans la réalité du terrain, eh bien, il y en a un qui me dit à 95%, ce sont les équipes de ménage qui fouillent les appareils. Donc, il n'y a pas de chien habilité à détecter les explosifs, il n'y a pas d'équipe. Sur certains vols dits sensibles, sur les vols LA, les vols américains, etc., on renforce effectivement ces fouilles, mais dans la réalité concrète de l'exploitation des avions et des retards, etc., moi j'ai beaucoup de navigants qui me disent qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Sébastien Caron, donc la sécurité dans ces avions-là, elle est extrêmement minime. Elle n'est pas minime aujourd'hui, c'est simplement la mise en application qui à des moments fait défaut. Concrètement, quand on parle des agents de sûreté, bien sûr que sur certaines compagnies vols sensibles, ce sont eux qui font les fouilles d'avion. Après, il faut savoir que sur d'autres niveaux de sensibilité, on a des équipes de sûreté ménage, c'est-à-dire des gens qui ont la double casquette, qui font le ménage de l'avion, parce qu'on a constaté que quand on fait le ménage de l'avion, on passe exactement aux mêmes emplacements que le contrôle de sûreté qu'on met en avant. Donc ce sont des gens qui sont reconnus agents de sûreté, qui sont formés comme tels pour pouvoir faire ces fouilles d'avion. Il y a des défauts. Ces défauts restent tout à fait à taille humaine, c'est-à-dire qu'en effet, c'est souvent la défaillance humaine. À force de contrôler et d'avoir des escales, comme monsieur l'indique, très courtes, pour des histoires aussi de rentabilité, on laisse très peu de temps aux équipes de faire un bon travail. Il faut savoir que dans un avion, si vous rentrez dans la cellule d'un avion, nous on en a un dans notre centre de formation, vous avez un nombre de compartiments inimaginable, et notamment quand on rentre dans les cuisines d'un avion, les galets. Donc, aller faire un contrôle visuel en ouvrant pas, je referme, forcément derrière, ça peut laisser un certain nombre de vulnérabilités à ces systèmes. Olivier Ravanello, effectivement, vous le disiez, c'est un vol à haut risque, ce vol Paris-Le Caire. Oui, de par le trajet, de par les pays qu'il dessert, aussi parce que l'Égypte a déjà connu l'an dernier un détournement d'avion et un attentat sur un avion au départ de Sharm el-Sheikh, un avion russe, et où c'était via les bagagistes qu'un explosif avait pu être mis à bord, un explosif de petite charge qui n'avait pas pulvérisé l'avion, mais qui l'avait endommagé, et cet avion a fini par se cracher après une descente aussi chaotique, ce qui aussi a expliqué et permis aux autorités égyptiennes et russes pendant 2 jours de dire que non, il ne s'agissait pas d'un attentat, mais bien d'un accident, alors que la revendication de l'État islamique était déjà tombée. En tout état de cause, si la piste terroriste se confirme, c'est
une information extrêmement délicate pour les deux pays, c'est-à-dire que cela apporterait à nouveau la confirmation que l'Égypte est un pays cible de l'État islamique, où l'État islamique est extrêmement implanté, et que ce régime, tout aussi vertical, militarisé, mobilisé qu'il est, ne parvient pas à empêcher l'État islamique d'agir sur son propre sol et sur des avions de ligne de sa propre compagnie. Et puis, du côté français, si un explosif a été embarqué à partir de Roissy, il y a évidemment des responsabilités du côté des autorités françaises qui vont être pointées. Donc les conséquences de ces informations, c'est vrai que depuis le début de la journée, alors qu'il y a des familles qui vivent un drame, on est nous aussi très attachés à essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, mais c'est parce que si la piste terroriste se confirme, il y a des conséquences politiques et géopolitiques extrêmement importantes. On se retrouve dans un instant, on va s'intéresser effectivement aux proches des victimes qui ont été accueillis à Roissy dans une cellule de soutien psychologique et médical. On retrouvera dans un instant notre envoyé spécial Baptiste Maton qui se trouve devant cette cellule de soutien psychologique. À tout de suite sur Écoute.